Bonjour à tous. En cette matinée du lundi 2 août 2021, au moment de ma déambulation matinale dans les rues de Bruxelles, je voudrais avoir une conversation avec chacune et chacun d'entre vous à propos d'une question. Qui est responsable? Qui est responsable des morts d'Africaines et d'Africains? Qui est responsable des morts d'Africaines et d'Africains sur les routes désertiques du Sahara? C'est une question qui se pose, c'est une question qui s'impose. J'ai été choqué ce matin par la tragédie d'une compatriote, une concitoyenne camerounaise qui s'appelle Isabelle Merci Mpouma. Elle était venue de Douala. Elle était venue de Douala, dans le quartier de Pécadis, et s'était engagée sur la route du désert pour tenter de rejoindre l'Europe avec une quarantaine d'autres personnes. En chemin, elle a été prise de malaise et elle a commencé à agoniser. Les 40 personnes qui marchaient avec elle, ne pouvant, après 5 jours de patience, risquer leur vie pour tenter de sauver la sienne, sans avoir la moindre solution pour sauver d'ailleurs la sienne, ont dû l'abandonner et elle a agonisé et est morte dans le désert. L'histoire de Isabelle Merci Mpouma, c'est l'histoire de milliers d'Africains, de dizaines de milliers d'Africaines et d'Africains, et même déjà de centaines de milliers d'Africains morts sur les routes, effectivement, du Sahara. C'est une histoire qui se répète chaque jour. C'est une histoire qui nous interpelle. C'est une histoire qui nous place, qui que nous soyons, Africains, Occidentaux, êtres humains sur cette terre, face à une question. Qui est responsable? Qui est responsable de ces centaines de milliers d'êtres humains qui chaque année, de ces millions d'êtres humains qui chaque année meurent sur les routes de la misère dans le monde? Prenons la question dans le cadre restreint de l'Afrique contemporaine. Qui est responsable de la mort d'Isabelle Merci Mpouma dans le désert, sans doute entre le Niger, l'Algérie, la Libye? Qui est responsable de tous ceux qui se noient dans la Méditerranée parce qu'ils veulent entrer en Europe? Qui est responsable? Il faut affronter cette question courageusement et il faut y répondre clairement pour que chacun d'entre nous assume sa part de responsabilité dans ce malheur. La première cellule responsable d'un être humain quand il vient au monde, la première cellule qui est responsable d'un être humain quand il vient au monde, nous le savons tous, c'est sa famille. Mais cette cellule, la famille, est insérée immédiatement dans un État, car les familles vivent dans les États, les familles vivent dans des républiques. Donc, la première entité humaine responsable d'un individu, c'est la famille, et immédiatement, dès lors même qu'on vient dans une famille, on est immédiatement sous la responsabilité d'un État. Dans le cas d'espèce, Isabelle Merci Mpouma était ressortissante d'une république, la République du Cameroun. Ça vous fait le deuxième niveau de responsabilité. Et par extension, puisque les États appartiennent à des organisations internationales, dans le cas du Cameroun, le Cameroun appartient à la CEMAC, le Cameroun appartient à la CEAC, le Cameroun appartient à l'Union africaine, le Cameroun a des conventions avec des États occidentaux, le Cameroun a des conventions avec l'Union européenne, le Cameroun appartient à l'Organisation des Nations Unies. Vous avez donc là une hiérarchie des responsabilités. La famille, l'État, les organisations sous-régionales internationales, les organisations continentales internationales et les organisations internationales mondiales. Bien sûr, lorsque la personne concernée par cette migration est une personne majeure, on est obligé
d'ajouter que dès lors que cette personne a atteint ce qu'on appelle l'âge de raison et que cette personne exerce a priori déjà la pleine citoyenneté, que cette personne n'est plus une personne mineure selon le droit national ou selon le droit international, alors on doit ajouter ceci, on doit ajouter que la personne elle-même, dès lors qu'elle est majeure, et donc douée de la capacité de réflexion, la capacité de raison critique, eh bien, la personne elle-même est responsable. Je viens de vous donner la liste des responsables. La famille, quand l'enfant est mineur, l'État, la République dans laquelle il naît, en tant que l'enfant qui vient au monde est un citoyen de cet État, de cette République, les organisations internationales sous-régionales, dans le cas d'espèce, la CEMAC, la CEAC, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies, voilà la pyramide, voilà les niveaux de responsabilité. Alors la question est la suivante. Quelles sont les instances de responsabilité qui sont clairement défaillantes et qui expliquent la multiplication des tragédies comme celle de Isabelle Merci Mpuma? Quelles sont les défaillances individuelles et qu'est-ce qui prouve cela? La première défaillance, évidemment, c'est l'effondrement, nous le savons très bien, de la famille en Afrique et de la famille au Cameroun. La famille ne s'est pas effondrée toute seule. Elle s'est effondrée à l'intérieur d'une république qui a cessé d'être une république sociale, ce qu'elle avait tenté d'être dans les premières années après la pseudo-indépendance, une république qui a cessé d'être une république sociale et qui, sur les volets éducation, santé, emploi, sur les volets sécurité, a abandonné par millions ses propres concitoyens à la misère quotidienne, au malheur quotidien, au désespoir quotidien. Aucun doute, la famille d'Isabelle Merci Mpuma ne peut qu'être concernée par ce qui vient d'arriver. Et toutes les familles de ceux qui disparaissent dans le Sahara, toutes les familles de ceux qui disparaissent dans la Méditerranée sont concernées. Mais à condition qu'elles existent encore. Car dans le cas de pays comme le Cameroun, la misère de masse a détruit le cordon familial. La misère de masse a détruit la sécurité familiale. La misère de masse a détruit la stabilité et l'autorité des familles sur les enfants. À la limite, la misère de masse a même détruit les familles. Quand on en est dans un pays, dans une situation où le père, quand il est vivant, est assis à la porte de la maison et attend que ses filles aillent se prostituer dans le quartier pour être nourries, vous avez bien compris que s'il y a un projet de migration incontrôlée qui part de la famille, le père ne peut pas le contrôler. Le père ne peut pas le maîtriser. Quand on est dans une situation où les fils doivent aller voler, truander, piller dans le quartier, dans la ville, et on en vient à féliciter ceux qui ont réussi à truander dans des pays étrangers, ce qui donne le fameux phénomène du Féman, vous ne pouvez pas espérer qu'à l'intérieur d'une famille, il y ait un filet de sécurité qui empêche des projets de migration sauvage vers l'étranger. Donc, on doit faire un diagnostic très clair. Les migrations qui coûtent la vie à nos jeunes frères et sœurs dans le Sahara, dans la route de la Méditerranée, toutes les migrations sauvages du monde partent de pays dans lesquels la famille et l'État ont échoué. La famille et l'État ont échoué. La famille n'a pas pu donner à l'enfant, donner à la jeune personne un cadre de vie qui lui permette de s'organiser autrement pour affronter son avenir. L'État dans lequel cette famille se trouve est encore plus responsable, car il possède des moyens supérieurs à ceux des familles qui peuvent être vulnérables. Cet État a été incapable d'assurer l'éducation, il a été incapable d'assurer la santé, il a été incapable d'assurer l'emploi, il a été incapable d'assurer la sécurité, il a été incapable de donner un horizon, une perspective de vie à ses ressortissants. La sous-région d'Afrique centrale, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale,
n'existe pas pour la jeunesse. Elle n'existe pas pour les jeunes africains. Elle est incapable d'offrir aux millions de jeunes de cette région particulière de l'Afrique des perspectives d'éducation, des perspectives d'emploi, des perspectives de débouchés qui leur ôtent l'envie de risquer leur vie sur les chemins du désert. L'Union européenne, dont la majorité des États entretiennent des relations économiques inégales avec l'Afrique noire, et notamment ici l'Afrique centrale. L'Union européenne est responsable, elle est co-responsable, non seulement de l'effondrement des États à la tête desquels une puissance nuisible comme la puissance française a installé des dictateurs qu'elle soutient, l'Union européenne est responsable d'entretenir des relations commerciales inégales avec les pays africains concernés, lesquels pays africains concernés, bien sûr, en sont vulnérabilisés, ce qui, quelque part, ne les prédispose pas à s'occuper des besoins sociaux, économiques, sanitaires, culturels, des besoins spirituels de leur population. Donc, l'Union européenne n'a qu'à regarder du côté de sa balance commerciale. Je donne un petit critère. Et je parle ici encore de Bruxelles, la capitale de l'Union européenne que je n'ai pas encore quittée. Comment pouvez-vous prétendre que vous êtes des pays riches et avoir, avec des pays que vous prétendez pauvres, une balance commerciale excédentaire? Je recommence la question. Comment pouvez-vous, Européens, comment pouvez-vous, Belges, Italiens, Français, Allemands, Luxembourgeois, Portugais, Espagnols, comment pouvez-vous prétendre être des pays riches alors que vous avez presque tous ensemble, avec les pays africains, et notamment au sud du Sahara, une balance commerciale excédentaire en votre faveur? La question paraît peut-être abstraite, je la reformule. Mais si vous êtes des pays riches, comment ça se fait que vous vous enrichissiez sur le dos des pays pauvres? Parce qu'un pays riche, c'est un pays qui peut être riche sans avoir besoin d'exploiter plus faible que lui. La véritable richesse, elle est dans la construction d'une autonomie qui me permette de ne pas vivre au détriment de plus faibles que moi. Est-ce que je peux me vanter d'être plus fort physiquement qu'un enfant de 3 ans? Je vais recommencer un peu cette question encore, pour que les gens comprennent le paradoxe et l'insulte de ces pays prétendument riches, qui entretiennent avec l'Afrique sud-saharienne des relations qui leur permettent de s'en faire plein les poches en prétendant qu'ils sont riches. À 49 ans sonné, avec ma taille d'1,95 m, est-ce que vous m'imaginez en train de me vanter d'être plus fort qu'un enfant de 3 ans? Physiquement plus fort qu'un enfant de 3 ans. Imaginez que je croise là, dans les rues de Bruxelles où je déambule, un enfant de 3 ans. Et que je vous le présente en vous disant, vous voyez cet enfant-là, je suis plus fort que lui. J'ai plus de force que lui. Est-ce que vous ne trouveriez pas que je suis stupide de penser que je suis plus fort physiquement qu'un enfant de 3 ans? Parce que, à la seule idée que je prétende être plus fort qu'un enfant de 3 ans, on se demande si je suis en bonne santé mentale. Puisqu'un enfant de 3 ans ne peut pas avoir plus de force physique, a priori, qu'un adulte de 49 ans en bonne santé, ou en relative bonne santé. Reprenons cette métaphore et appliquons-la à la comparaison entre les pays riches et les pays pauvres. Voici des pays comme la Belgique, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, qui vivent des relations économiques inégalitaires avec les pays d'Afrique noire. Autrement dit, ils ont des échanges commerciaux avec l'Afrique noire et en permanence, ce sont eux qui ont des bénéfices et c'est l'Afrique noire qui a des pertes. Donc, du coup, la question est la suivante. D'où viennent les bénéfices de ces pays? Puisqu'on voit très bien que leur balance commerciale avec l'Afrique noire est une balance systématiquement excédentaire en leur faveur. Réponse élémentaire, leurs bénéfices viennent de l'exploitation de l'Afrique noire. Donc, ils sont exactement comme un gaillard de 49 ans, un pratiquement vieux papa de 49 ans comme moi, qui se promènerait dans la rue, verrait un enfant de 3 ans et dirait qu'il est plus fort que lui. Voici des pays qui sont riches, mais qui n'ont pas été capables d'élaborer un modèle de richesse qui ne passe pas par les malheurs du sud du monde. Voici des pays qui se disent riches, et qui se construits sur le malheur du sud du monde et qui s'étonnent
que désormais la planète commence à leur demander de payer des dettes cosmiques. Ils s'étonnent que la loi karmique de la planète, qui elle-même fait partie de la loi karmique de l'univers divin, se mette à leur demander du sang en compensation de tout le sang qu'ils versent pour entretenir leur modèle vorace, leur modèle boulimique de société. Oui, l'Europe, l'Occident, toutes les grandes puissances qui tirent excédent commercial dans leur relation avec l'Afrique sont responsables des migrations sauvages de nos jeunes gens dans les déserts du Sahara, sont responsables des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts qui en résultent chaque année. Oui, vous ne pouvez pas construire votre modèle de puissance sur l'exploitation de pays entiers, de continents entiers, et dire que vous n'êtes pas coupable du fait que les ressortissants de ces pays se jettent sur les voies du désespoir à la recherche, effectivement, des jouissances que vous leur avez enlevées par la relation économique inégalitaire que vous entretenez avec leur région. J'espère que vous avez bien remarqué que les migrants sauvages suivent la route des matières premières africaines. La route du Sahara, la route de la Méditerranée, est la photocopie négative de la route du bois africain, de la route de l'or africain, de la route du pétrole africain, de la route du café africain, du cacao africain, de la banane africaine, de la route du coton africain, la route de l'uranium africain, du cobalt africain, du manganèse africain. C'est cette route-là qui est empruntée négativement par nos jeunes frères et sœurs qui viennent mourir dans le Sahara, mourir dans la Méditerranée, et c'est ainsi partout ailleurs dans le monde. Les migrants suivent négativement la route par laquelle positivement les richesses de leur pays s'en sont allées. Par conséquent, la famille camerounaise d'Isabelle Mpouma est responsable de ce qui est arrivé. L'État du Cameroun, la République bananière du Cameroun, est encore plus responsable que la famille de ce qui est arrivé à Isabelle Mpouma. La sous-région d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, pardon, est encore plus responsable que l'État du Cameroun, puisque c'est une entité plus puissante, potentiellement, que l'État du Cameroun. L'Union africaine est encore plus responsable que la famille d'Isabelle Merci Mpouma, encore plus responsable que l'État du Cameroun, encore plus responsable que la CEMAC ou la CEAC. L'Union africaine est encore plus responsable. Et quant à l'Union européenne, qui est en réalité une puissance supérieure à l'Union africaine, une puissance qui maintient l'Union africaine dans la vassalité, elle est encore plus responsable de ce qui se passe. Si vous avez compris mon raisonnement ce matin, mon raisonnement met en place ce que j'appelle une pyramide des responsabilités. Plus tu es puissant, plus tu es responsable. Je recommence. Plus tu es puissant, plus tu es responsable. Moins tu es puissant et moins tu es responsable. Moins tu es puissant et moins tu es responsable. Moins tu es puissant et moins tu es responsable. Plus tu es puissant et plus tu es responsable. Je vois des raisonnements sur les pages Facebook et consorts de gens qui accusent notre compatriote, des gens qui accusent notre compatriote d'avoir pris la route du désert et qui disent personne ne l'a envoyé. J'appelle les uns et les autres à examiner ce qu'ils disent à partir du principe plus puissant, plus responsable. Moins puissant, moins responsable. Je vous ai donné une métaphore simple. Je suis dans les rues de Bruxelles. Si je croise un enfant de 3 ans et j'en vois qui passe là, des petits enfants, et que je prétende être plus fort qu'un petit enfant, cela veut dire que je vais prétendre que cet enfant-là peut être plus responsable que moi. N'est-ce pas? De la même façon, si vous pensez que Isabelle Merci Mpouma est plus responsable que toute sa famille, que Isabelle Merci Mpouma, qui vient de décéder abandonnée dans le désert du Sahara, si vous pensez qu'elle est plus responsable que l'État du Cameroun, si vous pensez que Isabelle Merci Mpouma est plus responsable que la CEMAC, qu'Isabelle Merci Mpouma est plus responsable que l'Union africaine, si vous pensez qu'elle est plus responsable que l'Union européenne,
Ce que vous voulez dire par là, c'est que les petits-enfants de 3 ans que je vois passer là dans la rue sont plus responsables que moi, à 49 ans. Car ce que vous voulez dire, c'est que un être moins puissant peut être plus responsable qu'un être plus puissant. Que quelqu'un qui a plus de capacité est moins responsable que quelqu'un qui a moins de capacité. Non, la hiérarchie des responsabilités va avec la hiérarchie des puissances. Si dans la famille d'Isabelle Merci Mpouma, des gens détenaient les moyens de l'aider, ne l'ont pas aidé, ils sont responsables. Si, et c'est évident, on voit très bien ici la défaillance de la République du Cameroun, la République du Cameroun est responsable. Le gouvernement camerounais est responsable. L'État du Cameroun est responsable. S'il existe une communauté économique de l'Afrique centrale, une communauté monétaire de l'Afrique centrale, elle est responsable puisqu'elle possède une capacité d'investissement supérieure à celle de chacun des États. S'il existe une soi-disant Union africaine qui a un pouvoir de décision supérieur à celui de la CEMAC, elle est responsable puisqu'elle a un pouvoir de décision supérieur à celui de la CEMAC qui est supérieur à celui du Cameroun. Et si enfin on reconnaît que l'Union européenne a une puissance supérieure à l'Union africaine, une puissance supérieure à la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, une puissance supérieure à la République du Cameroun, alors l'Union européenne est encore plus responsable. Voilà ce qu'il faut appliquer, le principe de la hiérarchie des responsabilités. Les responsabilités vont avec les capacités. Plus je suis capable, plus je suis responsable. Plus je suis puissant, plus je suis responsable. Plus je suis capable d'avoir les moyens d'agir et de transformer une situation, plus je dois pouvoir en répondre. Voilà à partir de quelle perspective on doit traiter ce problème. Si tu as une capacité d'agir supérieure, excusez-moi, si tu as une capacité d'agir supérieure à une personne donnée, tu as une plus grande responsabilité que cette personne. Voilà. Donc je voulais répondre à cette question, qui est responsable, à partir du principe de la hiérarchie des responsabilités. Il faut méditer ce principe avant de dire des stupidités du genre « personne ne l'avait envoyé ». Là, ce sont des commentaires de bistrot qui me paraissent insupportables devant ce genre de tragédie. J'ai vu pas mal de gens faire ce commentaire sous la vidéo de Isabelle Merci Mpouma agonisant dans le désert. Est-ce que Isabelle Merci Mpouma est responsable? Oui, elle est responsable puisque c'est une personne adulte. Mais sa responsabilité est inférieure à celle de sa famille, qui est plus puissante qu'elle si elle a une famille. Sa responsabilité est inférieure à celle de la République du Cameroun, qui a des moyens supérieurs pour s'occuper de sa jeunesse. Sa responsabilité d'Isabelle Merci Mpouma est inférieure à celle de l'Union africaine, à celle de l'Union européenne, qui ont encore des moyens plus puissants. C'est bien parce qu'il y a eu des échecs à tous ces niveaux de responsabilité que cette pauvre jeune femme a risqué sa vie et a sacrifié sa vie à la recherche d'une vie meilleure. Donc avant d'incriminer les migrants, avant de moraliser les migrants, il faut commencer par moraliser les puissants. Je recommence. Avant d'incriminer les migrants, avant de moraliser les migrants, il faut commencer par, effectivement, responsabiliser les plus puissants. Seule une critique qui va du plus puissant au moins puissant peut faire la morale à nos jeunes frères qui prennent les routes du désert. Si nous voulons parler efficacement à nos jeunes frères et sœurs qui prennent la route du désert et la route de la Méditerranée, commençons par parler fermement et vigoureusement. Commençons par responsabiliser courageusement les puissances. Pour que les jeunes nous écoutent et pour que ces jeunes ne risquent plus cette voie du désert, tous ceux d'entre nous qui avons une plus grande capacité d'action, nous devons leur offrir un chemin d'espérance en Afrique. D'où l'importance de la lutte d'émancipation africaine. D'où l'importance du départ des armées néocoloniales françaises d'Afrique francophone. D'où l'importance de la sortie de la monnaie impériale néocoloniale française, le franc CFA, en Afrique. D'où l'importance de mutualiser nos moyens pour combattre les dictatures africaines, instaurer des états de droit et des républiques. Car seuls des états de droit et des républiques démocratiques authentiques seront capables de donner
de l'espoir à nos jeunes gens et de leur enlever toute raison, toute véritable raison de prendre la route du Sahara et la route de la Méditerranée. Si tu ne peux pas offrir de l'espoir à la jeunesse, tu ne peux pas moraliser la jeunesse. Si tu ne peux pas montrer un chemin de réussite aux jeunes gens au Cameroun, aux jeunes gens en Afrique, tu ne peux pas leur donner des leçons de morale quand ils se jettent éperdument sur les routes de l'espoir. À vous, jeunes Africains, à vous, jeunes Camerounais, jeunes Africaines, jeunes Camerounaises, je voudrais dire qu'il est important de prendre confiance dans les forces de changement qui travaillent dans nos sociétés, de vous rapprocher de ces forces pour recevoir ne serait-ce qu'un cadre, une structuration mentale qui vous permette de résister contre la tentation du suicide. Car la route du Sahara, c'est la route du suicide. La route de la Méditerranée, c'est la route du suicide. En tant que votre aîné, en tant que votre maître, en tant que le serviteur des pains spirituels de notre liberté commune, je vous appelle et vous exhorte à ne pas prendre la route du Sahara, à ne pas prendre la route de la Méditerranée. Il n'y a aucun mérite à avoir traversé le Sahara et la Méditerranée pour entrer en Europe. Il n'y a aucun mérite, il n'y a pas d'héroïsme à en tirer. Tous ceux qui ont réussi à traverser ont bénéficié d'un coefficient qui s'appelle la chance. Personne de ceux qui peuvent vous dire « j'ai fait la traversée héroïque du Sahara ou du désert » n'est véritablement un héros. C'est un chanceux. Les conditions climatiques, les conditions de sécurité sont tellement drastiques dans ce désert que ce désert a déjà tué les plus puissants physiquement d'entre vous, d'entre nous. Ceux qui entrent en Europe sont seulement des survivants. Et il n'y a aucun mérite, au fond, à avoir survécu à ce Sahara, car il y avait des gens encore plus méritants qui y sont morts. Il y avait des jeunes gens physiquement forts, mais qui sont morts dans le désert, qui sont morts noyés dans la Méditerranée. Il y avait des jeunes gens, des jeunes femmes belles, magnifiques, intelligentes, courageuses, tenaces, que le désert du Sahara a écrasées. Et donc, moi, je voudrais ici, pour conclure mon intervention, m'insurger contre la mythologie de l'héroïsme de la traversée. Il n'y a aucun héroïsme dans cette traversée. Il s'agit tout simplement d'un combat pour la survie. Il s'agit tout simplement d'une tentative de chercher un lieu où vivre est une meilleure saveur. Il s'agit d'un plongeon, d'un saut éperdu vers l'inconnu, à la recherche de la possibilité d'une vie qui ait un meilleur sens. Et ça, j'invite tous mes jeunes frères et sœurs africains qui ont réussi la traversée à ne pas entretenir le mythe de la traversée, à ne pas entretenir l'héroïsme de la traversée, car il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros face au désert. La preuve, tous ceux qui ont déjà réussi cette traversée, si on leur demande de recommencer, la plupart du temps, ils répondent qu'ils ne recommenceraient pas. Parce qu'en fait, en recommençant, tu n'es pas sûr d'avoir la même chance que la première fois. Oui, face à un océan déchaîné, face à la mer Méditerranée déchaînée, les meilleurs nageurs se noient. C'est pas un concours de natation, la traversée de la Méditerranée. Il suffit pas d'être un bon nageur pour la traverser. Parce que des conditions nautiques peuvent être telles que n'importe quel bon nageur est quand même noyé. Il suffit pas d'être fort physiquement et même d'être intelligent pour traverser le Sahara. Les conditions peuvent se modifier violemment. On peut se retrouver tout d'un coup sans eau et coupé de la moindre orientation même dans l'espace. Les plus brillants cerveaux peuvent crever dans le désert parce que le désert est capable de rassembler des conditions drastiques qui fassent disparaître une vie. Donc il faut faire très attention quand on a traversé et qu'on est arrivé en Europe d'entretenir le mythe du héros qui a traversé. Non, non, ce n'est pas un héros qui a traversé, c'est un chanceux.
C'est un chanceux qui a fait usage et a bricolé, il s'est débrouillé. C'est un débrouillard qui a traversé. C'est la débrouille qui fait traverser. Et chacun de ceux qui ont traversé sait très bien qu'il n'était pas sûr. Qu'il y a des instants où il a su qu'il était mort. Il y a des moments où il a bien compris qu'il était perdu. Qu'il n'y avait plus d'espoir. Ils sont passés par cette expression. Oui, la traversée de la Méditerranée n'est pas un concours de natation où les meilleurs sont ceux qui arriveraient en Italie, je ne sais, en Espagne ou en tout cas sur les côtes de France. Non! C'est un hasard improbable qui fait que certains arrivent et d'autres pas. Normalement, dans les conditions de traversée, la probabilité d'être mort est a priori supérieure à celle d'être vivant. Et voilà pourquoi la plupart restent dans les eaux. Le nombre de morts chaque année est de plus en plus écrasant parce que la mythologie de la traversée donne envie à des gens de tenter. Alors, ils sont au courant de ceux qui sont arrivés en Europe, mais ils ne sont pas au courant de ceux qui sont restés dans l'eau. Ils sont au courant de ceux qui sont arrivés en Europe, mais ils ne sont pas au courant de ceux qui sont restés dans le désert. Car en fait, Isabelle Merci Mpouma, elle au moins a eu la chance qu'on parle d'elle et que ses compagnons de route filment sa mort. Quelque part, elle aura eu finalement une mort, certes inhumaine, mais une mort humanisée, parce que nous l'avons vue agoniser. Nous nous sommes rassemblés autour d'elle pour crier au secours, pour crier à l'alerte, pour crier notre indignation. Mais la plupart de ceux qui meurent dans le Sahara n'ont même pas droit à ce rituel. Ils meurent silencieusement et anonymement. C'est-à-dire, ils meurent inhumainement, comme des oiseaux qui se cachent pour mourir. Donc, qu'on arrête de servir le mythe du héros qui a traversé aux jeunes Camerounais. C'est un mythe stupide. Il n'y a pas de héros qui traverse le Sahara. Il n'y a pas de héros qui traverse la Méditerranée à la natation. Il n'y a que des chanceux, des survivants, par les hasards mystérieux des lois de la vie, qui réussissent à traverser dans ces conditions-là. Il faut plutôt nous serrer les coudes pour recréer de l'espoir en Afrique, pour recréer les conditions de l'enracinement de la jeunesse dans la terre d'Afrique. Et c'est pour cela que nous devons soutenir les luttes contre les dictatures, la lutte contre le néocolonialisme français, la lutte contre l'impérialisme économique occidental. C'est une lutte essentielle. C'est grâce à elle que nos jeunes frères et sœurs d'Afrique, du Cameroun, seront délivrés de la tentation de l'héroïsme de la traversée. Voilà le message que je voulais délivrer ce matin à l'adresse de mes frères et sœurs. Je n'ai pas connu, je n'ai pas vécu cette expérience-là, car je suis entré en Occident par les voies du savoir. Je suis entré en Occident par la voie de l'université. Je n'ai pas connu l'expérience de ces jeunes frères et sœurs. Mais je ne souhaite pas que cette expérience se généralise. Je ne souhaite pas que les jeunes Camerounais, les jeunes Camerounaises se mettent à croire que le seul horizon d'avenir pour eux, que les jeunes Africaines, les jeunes Africains se mettent à croire que le seul horizon d'avenir pour eux, c'est de venir s'offrir en sacrifice dans le désert du Niger, le désert de Libye, le désert d'Algérie, le désert saharien, et ensuite venir se noyer dans la mer Méditerranée. Je refuse de proposer cela comme horizon à mes jeunes frères et sœurs. Je leur propose que nous nous serrions les coudes, que nous nous tenions la main dans la main pour combattre les dictatures en Afrique, combattre le néocolonialisme français en Afrique, combattre l'impérialisme occidental en Afrique et fonder des États de droit et des républiques dans lesquels il y ait de la place pour chacun et où, dès la famille, l'État, la sous-région, l'Africaine et l'Africain seront installés dans l'espérance, installés dans la vie que nos ancêtres ingélisés et Dieu le Tout-Puissant nous ont destinés. Isabelle Merci Mpouma et vous tous, les disparus du désert, les disparus de la Méditerranée, je vous dédie cette méditation bruxelloise de mi-journée. Du cœur de la capitale européenne,
j'en appelle au respect du principe de la hiérarchie des responsabilités qui doit être cadré sur le principe de la hiérarchie des puissances. La responsabilité va avec la puissance. Plus tu es puissant, plus tu es responsable. La famille est plus responsable que l'individu. L'État est plus responsable que la famille. Les organisations internationales, interétatiques sont plus responsables que l'État. Les grandes puissances occidentales sont plus responsables que l'Union des États africains. Et l'Organisation des Nations Unies est plus responsable normalement que toutes les autres grandes puissances puisqu'elle rassemble toutes les puissances. Stop aux mensonges. Oui, quand ils sont adultes, quand ils sont majeurs, les jeunes gens qui prennent la route du Sahara et de la Méditerranée sont responsables, mais en fonction de leur impuissance, ils sont moins responsables que leur famille, que leur république, que leurs États, moins responsables que toutes les grandes puissances de ce monde qui installent un système inégal, consciemment inégal avec l'Afrique, et s'étonnent que les conséquences se déclinent entre autres en migration sauvage, en sacrifices humains, en vies humaines cruellement perdues, précocement perdues, comme celle de Isabelle Merci Mpuma, une fille du PK10 à Douala, une fille de ma terre natale, qui s'en est allée abandonnée en plein désert par l'humanité. Tenons bon, continuons l'œuvre. Je vous souhaite, malgré ces événements sombres qui, pour ma part, ont marqué ma matinée, je vous souhaite en tout cas une semaine de travail pour l'émancipation africaine. Que Dieu le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés nous accordent la sagesse, l'intelligence, la force, la vision pour accomplir des civilisations qui redonnent à la jeunesse africaine sa dignité. Ainsi soit-il. Merci à tous. Et merci de partager ce direct qui pourrait peut-être aider à empêcher aujourd'hui même certaines Africaines, certains Africains tentés par la voie du Sahara et de la Méditerranée, eh bien, de prendre ce risque. J'ai dit, il n'y a pas de héros de la traversée du Sahara à pied. Il n'y a pas de héros de la traversée de la Méditerranée en natation. La traversée de la Méditerranée n'est pas un concours de natation. Merci. Merci à tous. Alors, pourquoi il ne veut pas se fermer ce bon monsieur? Bon, je sais comment le fermer. Je vais le fermer par là.